Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons étudier les différentes structures managériales des entreprises. Pour commencer, il nous faut dire quelques mots sur la notion même de structure. La structure, c'est le squelette de l'organisation, son ossature. Elle désigne la manière dont les tâches et les responsabilités sont réparties au sein de l'organisation et l'ensemble des mécanismes permettant de répartir, coordonner et contrôler les activités de l'entreprise. Avoir une structure est nécessaire pour l'organisation, afin de pouvoir assurer une bonne division et coordination des tâches, dans le but d'assurer l'efficacité de l'entreprise et qu'elle puisse atteindre sa finalité. On va parler de structure formelle pour désigner la structure telle qu'elle a été voulue et mise en place par l'entreprise elle-même. Celle-ci peut être représentée sous la forme d'un organigramme. La structure informelle de l'entreprise, elle, coexiste avec la structure formelle, mais est constituée de réseaux, de canaux, de liens de communication entre les personnes en dehors du système d'autorité formelle décrit par l'organigramme. Elle est liée aux affinités entre les individus et aux relations non hiérarchiques existant entre eux. Cette structure informelle peut d'ailleurs venir court-circuiter la structure formelle, par exemple pour la diffusion d'une information, et influence le fonctionnement de l'organisation. Ces deux structures cohabitent donc l'une avec l'autre, et il ne faut en sous-estimer aucune. Observons maintenant la division, la coordination et le contrôle du travail. Deux schémas permettent d'envisager deux types de division, la division verticale et horizontale. La division verticale du travail désigne la séparation entre les tâches d'exécution et les tâches de conception et de supervision. La division horizontale, quant à elle, désigne le fait que le processus de production est divisé en un ensemble de tâches simples et clairement délimitées. Chaque opérateur ne va alors réaliser qu'une petite partie du processus de production. Pensez à l'organisation scientifique du travail de Taylor et donc au Taylorisme. Si nous voulons observer ce qu'on appelle la coordination du travail, il faut étudier les théories de Henry Mintzberg. La coordination des tâches, c'est tout simplement un ensemble de mécanismes destinés à assurer la coopération du personnel au sein d'une entreprise. Mintzberg schématise une entreprise grâce à ce dessin. On trouve en haut le sommet stratégique, c'est la direction la plus haute de l'entreprise. Au milieu, l'encadrement intermédiaire, ou middle management, c'est la hiérarchie composée de cadres chargés d'animer les équipes de travail. En bas, le centre opérationnel, c'est la base de toute l'organisation au sein de laquelle on trouve ceux qui effectuent le travail directement productif, les acheteurs, les assembleurs, les commerciaux, etc. À gauche, la technostructure. Elle est composée d'analystes et d'experts qui réalisent des activités appelées indirectement productives. Ce sont la plupart du temps des cadres fonctionnels. À droite, la fonction de support logistique. Ce sont des unités variées qui assurent des prestations qui ne sont pas liées à l'activité de l'entreprise, mais qui sont nécessaires à son bon fonctionnement général. Pensez à la cafétéria, l'entretien des locaux, le service RH, l'accueil, etc. Maintenant que vous voyez de quoi est faite la structure de coordination selon Mintzberg, on va pouvoir se pencher sur les 5 mécanismes de coordination qu'il relève. Tout d'abord, l'ajustement mutuel. C'est la coordination des tâches par simple communication informelle, sans procédure officielle, par autocontrôle. Les opérationnels entre eux échangent l'information, les procédures et les objectifs. Ensuite, la supervision directe. Ici, une personne est responsable. Elle donne des instructions et contrôle le travail. Il s'agit d'un mode de coordination très hiérarchique. La standardisation des procédés, c'est la spécification du contenu des tâches. Elle consiste à dire aux opérateurs comment s'y prendre. Cette tâche de direction revient donc aux experts, à la technostructure. La standardisation des résultats, c'est la spécification du produit, des performances que l'on doit obtenir. Elle consiste à définir ce qui est attendu, en laissant une certaine latitude dans la façon d'y parvenir. Les experts fixent les objectifs et les opérationnels sont plutôt autonomes dans leur réalisation. La standardisation des qualifications pour terminer. C'est la coordination par les savoirs, les compétences des opérateurs. Ils ont un savoir-faire, une connaissance de leur métier, et cela leur permet de déterminer ce qu'ils doivent faire et comment s'y prendre. En somme, une forme d'autodétermination. Après avoir établi les différentes divisions du travail et les différents mécanismes de coordination, attardons-nous quelques instants sur ce qu'on appelle les facteurs de contingence. Pour Lawrence et Lorch, à l'origine de la théorie de la contingence, il n'y a pas une seule meilleure manière d'organiser une entreprise, d'être un leader d'entreprise ou de prendre des décisions. Un modèle organisationnel peut être efficace dans certaines situations et ne pas l'être dans d'autres circonstances. En d'autres termes, le modèle optimal d'organisation
dépend de diverses contraintes internes et externes. Ces contraintes, ce sont les facteurs de contingence. Par exemple, la taille de l'organisation, comment la société s'adapte à son environnement, ou les différences parmi des ressources et les activités de l'exploitation, ou encore les technologies utilisées. Les structures organisationnelles que choisissent les dirigeants dépendent donc des caractéristiques de l'environnement dans lequel l'organisation évolue. On peut prendre l'exemple suivant. Dans un environnement stable, simple, ce sont les structures de type mécaniste, c'est-à-dire dotées de systèmes très centralisés de prise de décision qui peuvent être efficaces. Ces grandes entreprises sont celles qui se distinguent par leur lourdeur, leur longue ligne hiérarchique, leur rigidité. Il s'agit encore d'un modèle de référence pour les grandes entreprises de type taylorien ou fordien qui sont marquées par leur haut niveau de spécialisation du travail, les grandes entreprises industrielles par exemple. À l'inverse, dans un environnement complexe et instable, on aura besoin d'une structure adaptable, souple, décentralisée. On les appelle souvent des structures organiques. Cette forme émerge depuis un peu plus d'une vingtaine d'années et fonde des structures simplifiées, avec moins de niveaux hiérarchiques, plus d'autonomie pour le personnel et mettant souvent en place une organisation par projet. Pensez aux petites entreprises de type start-up qui se sont lancées dans les nouvelles technologies par exemple. Pour terminer, nous allons examiner les différents classements des structures managériales. On distingue tout d'abord les structures dites classiques. La structure simple, qui répond au principe d'unité de commandement à tous les niveaux. Un agent ou un service ne doit recevoir des directives que d'un seul service de rang supérieur. La structure fonctionnelle, qui comprend différents services correspondant aux différentes étapes du processus de production. Elle repose donc sur un découpage de l'entreprise en grandes fonctions. La structure divisionnelle, reposant sur un découpage des activités suivant les unités stratégiques de base qui découlent des choix de l'entreprise et qui peuvent être les produits, les types de clientèle ou encore les zones géographiques. Et enfin, la structure matricielle qui prend en compte deux critères de découpage de l'entreprise à la fois, par exemple les fonctions et les produits, et est adaptée aux entreprises dont les activités sont multiples et complexes, comme les groupes multinationaux. Pour aller plus loin que ces structures classiques, Mintzberg et Aoki en ont développé d'autres formes. Mintzberg propose ainsi l'organisation entrepreneuriale, ou structure simple. Elle est peu élaborée et se retrouve dans les entreprises jeunes ou de petite taille. La partie essentielle de l'organisation est le sommet stratégique, qui assure la coordination par supervision directe. L'organisation mécaniste, qui repose essentiellement sur la standardisation des procédés de travail et le rôle primordial de la technostructure. Cette structure convient aux entreprises de grande taille, où la centralisation est importante, nous l'évoquions tout à l'heure dans la théorie de la contingence. L'organisation professionnelle, dans cette structure, le travail est réalisé par des personnels hautement qualifiés, qui ont surtout besoin d'un soutien logistique efficace. Elle s'appuie sur la standardisation des qualifications. C'est le cas par exemple des hôpitaux, des sociétés de conseil, des cabinets d'experts comptables. L'organisation divisionnelle, elle convient principalement aux grands groupes, aux entreprises multinationales ou aux entreprises diversifiées. Le centre opérationnel est constitué de différentes divisions autonomes les unes les autres. L'organisation innovatrice, il s'agit d'une structure flexible, elle est adaptée à des entreprises évoluant dans un environnement instable et devant souvent innover. Aoki, quant à lui, a comparé le mode de fonctionnement des firmes japonaises et américaines et en a dégagé deux modèles différents. La firme J, pour japonaise, a une structure décentralisée. Il constate ici une coordination horizontale, où l'information ne passe pas par la hiérarchie, mais plutôt directement d'une unité à l'autre. Cette méthode permet une réduction significative du nombre de services administratifs. Les unités sont par ailleurs particulièrement flexibles au niveau de leur champ de compétences. De l'autre côté, la firme A, pour américaine, qui au contraire loue le respect absolu de la hiérarchie. Dans cette coordination verticale, l'information est centralisée, ce qui réduit évidemment l'autonomie des employés. Cette présentation est maintenant terminée. Bonne révision à tous et à bientôt dans une nouvelle vidéo.